Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Tout ça pour ça. Tout ça pour en arriver finalement à ce que le RND et le FLN remportent la majorité des sièges aux APC et à eux deux, plus de 42% aux APUI. Tout ça pour ça. Depuis le multipartisme en 1989, le multipartisme bidon en 1989, en passant par l'interruption du processus électoral, en passant par la décennie rouge et son cortège de malheurs, en passant par le Hirak et tout ce qu'il avait laissé rêver de changement, y compris la mise au musée du parti FLN, en passant par la Zama Algérie nouvelle de Tebboune, tout ça pour se retrouver encore une fois avec le FLN, le RND à la tête des institutions locales, suivi par d'autres formations qui ne sont que d'autant de déclinaisons d'une même entourloupe électorale, puisqu'en fin de compte, malgré le bourrage des urnes et l'habituelle fraude électorale, le nombre des électeurs n'a été que du tiers du corps électoral. À plus forte raison qu'il est question cette fois-ci d'élections locales, qui n'étaient jamais boycottées jusque-là et à ce niveau de défection, d'abstentéisme. Et c'est dire la débâcle de ce régime qui n'a plus d'autre choix que de se contenter de ce qu'il a pu racler. Reste à savoir comment cela a été possible, malgré tout. Comment il peut encore exister dans ce malheureux pays des gens qui peuvent être tentés de voter. Et encore pire, de se présenter. Et pire encore, comment des Algériens à un moment aussi tragique peuvent-ils accepter de monnayer leur voix avec des candidats qui payent leurs électeurs et qui sont donc si foules de gens qui gravitent autour du scrutin, qui en assurent la propagande et la fraude comme ces innombrables agents de l'Agence nationale indépendante des élections et leur président, leur inénarrable président, pour enfumer l'opinion publique. Lui faire croire que nous sommes en République, dans un état de droit où le citoyen a son mot à dire. Peu cher. Tout ça m'a rappelé un mot, Bachibouzouk. Bachibouzouk est un terme turc qui signifie littéralement tête fêlée, tête brûlée, et qui était donné à un corps de supplétifs de l'armée ottomane constitué de mercenaires et de mauvais garçons, armés de façon très hétéroclite, où règne l'indiscipline et la loi du plus fort, et à qui on confiait toujours les missions les plus improbables, les plus sales, les plus dégradantes. Recrutés parmi les couches les plus déshéritées, aux confins du califat et dans ses marches, les Bachibouzouk étaient la lie de l'armée ottomane, un ramassis de miséreux, de déséquilibrés et de jusqu'au-boutistes, prêts à tout, et dont les généraux se servaient comme d'une chair à canon, des troupes qu'on sacrifiait pour évaluer les forces de l'ennemi. Ainsi, lors des batailles rangées, c'était les Bachibouzouk qu'on envoyait d'abord contre l'ennemi, se faire mitrailler et hacher menus par l'artillerie. Puis, c'était sur leur corps déchiqueté, les Bachibouzouk, que l'armée régulière attaquait alors. Le califat s'en servait aussi pour toutes les tâches ingrates, le sale boulot, comme on dit, pour terroriser les populations vaincues, pour y semer la mort et la dévastation, pour torturer, violer, saccager, dévaster. En résumé, un corps irrégulier de l'armée pour faire le travail le plus ignoble, le plus risqué, et qui ne jouissait d'aucune considération malgré les services objectifs qu'il rendait. Au fil du temps, le terme de Bachibouzouk était devenu une injure en soi,
une insulte parmi les plus avilissantes. Bachibouzouk. Ce mot a surgi dans mon esprit après ces énièmes élections dont certains électeurs se sont vendus aux plus offrants, qui ont monnayé les voix de leur famille. Nombreux candidats y ont eu recours et ont payé très cher leur élection. Je me suis rappelé aussi ces autres cohortes de gens de Bachibouzouk qui s'étaient fait le bras armé de la terreur pendant les années 90. Ces gens, quels qu'ils soient, et à quelques seigneurs de la guerre ils appartenaient, qui enlevaient, qui séquestraient, qui torturaient, qui violaient, qui dressaient des faux barrages, qui avaient provoqué une tragédie indicible par leur sauvagerie, leur bestialité, leur stupidité. Ils n'avaient aucune idée, ces gens, de ceux qui les envoyaient gueule ouverte contre des victimes désarmées. Ils n'avaient aucune idée du malheur qu'ils avaient contribué à semer au sein de tout un peuple. Ceux qui s'en servaient, de quelque camp étaient-ils, ne s'étaient jamais salis les mains. Pourquoi l'auraient-ils fait? Ils avaient leur bachibouzouk, prêts à l'emploi, prêts à tout et à n'importe quoi, même gratis. De la méchanceté, de l'ignorance et de l'aveuglement sur pattes. Des foules d'ignards obtus, incapables de comprendre le mal qu'ils font et qui font néanmoins le lit du despote. C'est grâce à ces gens, ces bachibouzouk, toujours frustes, toujours sommaires, même s'ils ont fait des études, qui portent la haine en bandoulière, incapables de distanciation, de recul, incapables d'appréhender les notions qui ne leur ont pas été inséminées, incapables de se remettre en cause. C'est grâce à eux, à ces gens, à ces bachibouzouk, que ce régime a réussi à survivre à toutes les vicissitudes et à toutes les dynamiques qui l'ont contesté. Mais rassurez-vous, ces gens ne sont pas propres à notre pays. Ils sont partout où végète l'humain, où il croupit, où il déchoit, partout où sévit le tyran et le prédateur. Ils sont son bras armé et le coin qu'il enfonce pour diviser les peuples qui l'oppriment. Ils sont l'ombre du mal et son infection, qui empoisonne la société et la dégrade, qui l'empêche d'accéder à la lumière et à la dignité. En Algérie, c'est grâce à ces bachibouzouk de la déchéance et du kachir, sous toutes ses formes, que le régime a réussi à subjuguer un peuple tout entier. Et c'est grâce à eux qu'il a encore de beaux jours devant lui. Sans eux, sans ces bachibouzouk, il aurait déjà été balayé. Sans eux, ce régime n'aurait même pas existé, ni même vu le jour. Mais ils ne sont pas seuls, ces bachibouzouk du régime. Ce terreau du despotisme, de l'oppression, de l'injustice. Il y a aussi, malheureusement, il y a aussi les démissionnaires, les déserteurs, les hésitants, les trop prudents, les froussards, les khateni, les baadni. Et pire que tout cela, ceux qui ne s'engagent que du côté du plus fort, ceux qui ont 2 drapeaux sous le manteau, qui attendent de voir d'où vient le vent, qui savent si bien resquiller les trains de mars pour mettre le grappin sur novembre. Les bachibouzouk politiques sont la pire menace pour les peuples et l'allié le plus propice pour les mafiocraties, pour la fraude électorale, pour le mensonge institutionnel. Ils sont le naufrage des plus belles espérances de l'humanité. Alhamdulillah, عندنا رئيس جمهورية منتخب شعبيا وديمقراطيا. عندنا دستور زكاه الشعب ديمقراطيا، عندنا ننض عليها ديمقراطيا يا ربي حتى ب2% ديمقراطيا وشعبيا. عندنا برلمان منتخب ديمقراطيا وشعبيا
واليوم تممنا الحمد لله يا رب، اتممنا البناء المؤسساتي. الجزائر ديزورمي راهي في مأمن من عدم الاستقرار، راهي في مأمن منه، لان اصبحت الان دولة المؤسسات اللي كانوا يحلموا بها الاباء، وكنا نحلموا بها نحن كجامعيين في الوقت ذاك، نسمعهم كيهضروا الاباء الاولين. دولة لا تزول بزوال الرجال، والدولة لا تزول بزوال الرجال هي دولة المؤسسات. والميثاق النوفمبري هضر على دولة المؤسسات، وبالتالي حقيقة كون يأتيه مثل في الاستفتاح والاستقلال، الشعب الجزائري راه هبه واحده اللي ما كانت بتسويت تسمى مسيرته. احنا كنا اطفال صغار شفنا حتى رحنا احنا صغار ورحنا شاركنا في التسويت، نهز في الورق هكذاك وقال باباك حط لي هذه حط لي هذه. هذاك الهبه هذيك مش ممكن توقع مرتين، مش ممكن. وبالتالي الحمد لله رانا وصل. نعطيتك الارقام الصحيحه. انا 36 و 37% راهي هذه صحيحه، فهمت؟ ما فيها لا فورتيفيون ولا حاجه. وبالتالي الحمد لله رانا في منحنى تصاعدي، رانا في منحنى تصاعدي. المشاركه تزداد. كيفاش تزداد المشاركه؟ اسمعي المواطنين واش يهضروا، اسمع. الثقه ازدادت من خلال المصداقيه اللي لاحظها الشعب. الشعب ما تغلطيش، لا انت لا انا لا واحد اخر، هو عارف ويلاحظ وعارف شكون هو الصادق وشكون اللي ماهوش صادق. ما يهفوا لا الخطاب ولا حاجه اخرى، يهفوه الواقع والاعمال والحقيقه. الشعب على باله باللي راهي السلطه الوطنيه المستقله راهي تسعى بكل ما لديها من قوه باش تحافظ له على الامانه تاعو هذيك. وضحى خضراء تخرج خضراء، وضحى بيضاء تخرج بيضاء، فهمت؟ FLN en tête, tout ça pour ça. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi en Skype depuis Paris Mohamed Ben Issa, militant politique, Farida Hamidi depuis Paris, psychologue clinicienne et militante, Badreddine Gerva depuis l'Algérie, cadre du FIS depuis Annaba. Badreddine Gerva, merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est toujours un plaisir d'être présent à votre émission. Merci beaucoup. Badreddine Gerva, avant de passer à table, j'aimerais que vous me disiez votre sentiment. Vous avez écouté maintenant monsieur, comment il s'appelle déjà, Chorfa. Il a dit deux mots qui ont attiré mon attention. Quand il parle de fraude, il ne dit pas fraude, il utilise le terme du régime qu'ils utilisent entre eux pour se donner bonne conscience, ils disent fortifiant. Hein, c'est plus valorisant, hein, fortifiant. Mais moi la fraude, la fraude. Et l'autre chose qu'il a dite, c'est quand même incroyable, c'est que, alhamdoulilah, il dit démocratiyan الدستور ونقولها ونلظ عليها كما قال هو حتى إذا فيها 2%. En réalité, il a donné le vrai chiffre, 2%. Pas celui qui a été gonflé. Hein, la vérité vient de la bouche des enfants, hein, d'une certaine manière. Le 2% ويقول حتى ب 2% démocratien. يعني في وجهنا كما هكا. Et il nous le dit sans problème, en toute bonne conscience. Qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bon, tahiyya laka wa à tous vos invités et aux Algériennes et aux Algériens un peu partout dans le monde. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? D'abord, j'ai pas l'impression que je suis en train d'écouter le président Zahma ta Sulta الوطنية المستقلة تاع الانتخابات لتنظيم الانتخابات. J'ai devant moi, j'ai l'impression, un grand militant تاع le régime qui est là en train فكرني في الوزراء لما جاو كانوا يتكلموا على الثورة الزراعية وعلى الثورة الثقافية. Je suis vraiment dans les années 70. D'ailleurs, on relève في كلامه دولة لا تزول
بزوال الرجال. Bon, ça c'est Boumedienne. Et c'est ce qu'a dit Goudil, le vieillard de 90 ans, le Conseil de la Nation, les gars, Boumedienne. Et je pense qu'ils ne se trompent pas. Ils sont dans cette logique et ils vivent, je ne dirais pas un fantasme, mais ils vivent quelque chose d'extraordinaire. Au point de vue psychologique, c'est vraiment un cas d'étude, extraordinaire. Il nous parle, là nous vivons en Algérie, tout le monde le sait, une période trouble, une période où depuis pratiquement 3 ans, l'Algérie est en effervescence. الجزائريين يريدون التغيير. Les Jazairiens, hommes et femmes, jeunes et vieux, حابين يحطوا les bases d'un véritable État. Donc, cette période, donc, تحتاج, comme le dit, يعني يقولوا كاع الناس, تحتاج إلى توافقات, تحتاج إلى liberté, تحتاج à des débats, تحتاج à une constitution بالتوافقات. يعني toutes les tendances politiques, même le régime actuel, qui accepte, tout le monde accepte pour voir comment transformer les vœux d'un peuple en révolution en حوايج ينوصوا بها dans une constituante à une دستور مش اللي يفوتيه 2% ولا 4% ولا 6%. دستور اللي يكون بالتوافقات ou dans un référendum après une constituante اللي يكون au moins à 70-80% la constitution. Et restez avec nous, Badr Dinguerva. Premier tour de micro, nous allons juste effleurer le... Alors, Ben Aïssa Mohamed, merci d'être avec nous. Et à tous les téléspectateurs. Alors, ce monsieur qui nous dit, c'est un lapsus, mais il dit le Doustour Hatta 2%. En fait, il a donné le vrai chiffre. C'est démocratien. 2% qui votent pour une constitution. 2%, c'est à peu près le nombre de policiers, et encore, c'est pas complet. Il y a des policiers qui ne sont pas pour ce régime. Et il nous dit aussi, c'est complètement incroyable, il utilise le terme du régime quand ils sont entre eux, quand il parle de la fraude, il dit fortifiant. Ça veut dire qu'il est coutumier du fait, en fait. Oui, Jamel-Din, en fait, ni la forme ni le fond a changé, en fait. C'est toujours le même régime, avec les mêmes personnes, et avec toujours son même répertoire linguistique qu'il utilise depuis maintenant l'indépendance. N'oublie pas que déjà Tebboune l'avait dit pendant les élections législatives, ou je pense même pendant le référendum, il a dit clairement que le taux de participation ne l'intéresse pas. Donc, tout le peuple algérien s'est demandé à cette époque-là quelle est la conception que Tebboune a de la démocratie. C'est-à-dire une démocratie, c'est, en gros, quand on dit démocratie, c'est la majorité. Sinon, c'est plus une démocratie, c'est autre chose, c'est une monarchie ou je ne sais pas c'est quoi. Donc, n'oubliez pas aussi qu'un de leurs on va dire, partis de service, de leur appareil, il a dit même en plein campagne électorale, le Viagra, utiliser le Viagra, ou je ne sais pas. Donc leur langage est tellement bas, ces gens-là ne sont pas du tout en phase, en fait. C'est les médiocres qui sont toujours... Viagra, c'était Bengrina, hein, je rappelle. Hein. Voilà, c'est ça. C'était Bengrina qui a utilisé ce mot de Viagra politique. Donc, M. Chorfi rappelle encore... on peut se demander, ces gens-là, dans quel contexte se situent pour sortir ce genre fortifiant. Donc, quand on dit fortifiant, on dit que voilà, la chose n'est pas dans son état naturel. Donc, ils reconnaissent, ils le savent très bien que le peuple n'a pas été voté. Donc, même si on se basant sur ces chiffres qui sont contestables, Jamel-Din, il faut l'affirmer, le confirmer, qu'aucun Algérien ne croit à ces chiffres-là. Même si on fait juste une petite analyse des bureaux de vote le jour du 27, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas beaucoup de circulation, beaucoup de passages. En appelant les gens faisaient leurs courses
et leurs occupations quotidiennes. Et même pire que ça, l'abstention s'est déplacée dans les localités où il y avait auparavant plus de participation. Le sud algérien, où les Algériens participaient plus que, on va dire, que les grandes villes, ce qu'on appelle les villes intérieures, où les Algériens participaient aussi d'une manière plus importante. Cette fois-ci, on a vu que le taux de participation a reculé. Donc on est dans une tendance inverse. Le taux d'abstention continue de grimper et au contraire, en fait, on entend souvent parler, certains politiques, certains, on va dire, des politiques entre guillemets, nous disent que c'est pas grave, l'abstention, elle existe un petit peu partout, alors que c'est faux. On ne pourra jamais comparer le contexte démocratique algérien avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. On n'a pas une campagne ni un projet, une compétition politique pour que le peuple algérien se sente un petit peu attiré. Donc ailleurs dans le monde, quand on parle de l'abstention en France, au Canada, on va dire le minima démocratique dans ces sociétés est acquis déjà. Donc le peuple français ou même canadien... Mais Mohamed, ce taux, même s'il n'y a pas fraude, à supposer qu'il n'y a pas fraude du tout, qu'il n'y a pas eu de bourrage, c'est une énorme abstention. D'ailleurs, je m'excuse, tout à l'heure, j'ai confondu entre abstention et abstentéisme. Mais c'est des élections locales. Habituellement, les gens ne s'abstiennent pas, ils vont voter parce que c'est leur vie de tous les jours. Or là, il y a deux tiers de l'électorat qui n'a pas voté. C'est énorme. C'est absolument édifiant, j'allais dire. Oui, Djemeldine, moi, la question aussi qu'on peut poser là-dessus, est-ce que c'est une abstention politique ou une abstention apolitique? Est-ce que c'est une défaillance citoyenne ou c'est une expression politique et démocratique? Moi, je pense que l'abstention qu'on connaît en Algérie est une expression politique, que même au-delà de l'Algérie, beaucoup de spécialistes maintenant se posent cette question de l'abstention, alors que dans le contexte algérien, elle se pose d'une manière plus importante. Pourquoi? Parce qu'on a un système qui ne veut pas changer, qui fait ce qu'on appelle la démocratie en marche. Donc en marge de la société. Ce n'est pas une démocratie dans laquelle tous les citoyens participent. En fait, on est dans un mensonge, on est dans des partis qui ne sont pas des vrais partis, sont tous parachutés. On est dans une vie politique, on va dire, falsifiée du bout du A à Z. Donc dans ce contexte-là, l'abstention est un rejet, on va dire, c'est le parti le plus gagnant dans ces élections, c'est l'abstention. Et au-delà de l'abstention, je pourrais dire que même c'est le Hirak qui a gagné ces échéances électorales l'une après l'autre. Pourquoi? Parce que le Hirak a demandé depuis le début le démantèlement de ce système de gouvernance. Le régime, qu'est-ce qu'il répond? Et c'est encore pire encore, il remet en place les mêmes partis, les mêmes pratiques, les mêmes appareils. Et restez avec nous. Restez avec nous, Mohamed, on va y revenir. J'accueille Farida Hamidi, j'ai été tenté de dire Hamida Faridi comme d'habitude, psychologue clinicienne, militante. Farida, merci d'être avec nous. Ça fait longtemps. Ah, on ne vous entend pas, il y a un souci. On ne vous entend pas, il y a un souci de votre micro. Ah, oui, c'est voilà. Parce que je l'avais fermé pour ne pas parasiter. Ah, d'accord. Voilà. Je suis désolée. Merci pour l'invitation. Merci, Jamal. Oui, bien sûr, ça fait un petit moment. Travail oblige. Voilà, j'avais beaucoup d'occupations, mais j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous, de partager le plateau. Merci en tout cas pour l'invitation. Bonsoir tout le monde, tous les Algériens à travers le monde. Bonsoir, j'espère qu'il arrivera le Mu'taqalin le Hirak et puis le Mu'taqalin Madloumin depuis toujours par ce régime dictatorial. Voilà, c'est justement le titre de l'émission. Ne peut traduire que cet état de fait, tout ça, pour que le FLN, un parti qu'on espérait mettre au musée, au début du Hirak d'ailleurs, le FLN, le Medhaf, je me rappelle encore, dans les marches, quand on scandait ça, ben voilà, ils sont de retour avec un discours aussi schizophrénique que ça l'a toujours été. Le type, il parlait
de 2%, même 2% de vote, ça signifie un président qui a été élu démocratiquement. C'est une phrase où il y a tout et son contraire. Elle est complètement schizophrénique, c'est de la communication paradoxale. 2%, on peut très bien la retourner par 88%. 98% d'abstention et il parle de démocratie. Donc, moi, je relève juste le degré de folie dans lequel ils sont et ne se rendant même pas compte. Hakmouha des schizophrènes, vraiment, comme la chanson, la fameuse au début qu'on écoutait. Et puis, il est dans son rôle, en fait. Il est dans son rôle. C'est le porte-parole d'un gouvernement de menteurs, d'un régime de menteurs qui, pour assurer son éternité, j'ai envie de dire, parce que c'est ce qu'ils ont, en tout cas, l'air de donner à penser ces gens-là, c'est qu'ils veulent rester pour l'éternité. Les objectifs, je pense que même eux, ils ont perdu ces objectifs-là, parce que le monde, il est dans une telle mouvance, il est dans un tel changement que quand on les regarde, on voit un régime figé. À l'époque du noir et blanc, en fait, il n'y a aucun effort d'avancer. On a l'impression qu'ils ont des troubles du développement, en fait. Ils sont restés vraiment dans un stade archaïque de fonctionnement, avides de tout, comme un nourrisson qui vient de voir son biberon. C'est ça qui fait leur médiocrité, en fait. C'est qu'ils sont absolument dépendants de toutes les richesses que ce pays peut produire. Ils sont incapables de produire eux-mêmes quoi que ce soit. Et le fait est que, voilà, ils exercent absolument tout ce qui est dans leur pouvoir pour maltraiter, pour mettre à terre un pays et son peuple, toujours pour les mêmes raisons. La prédation aveugle, le fait de penser qu'ils sont là dans leur tour d'argent intouchables. C'est quand même assez délirant le fait de voir qu'ils sont coupés autant que ça en fait du monde. C'est ça qui est délirant, c'est de voir à quel point ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont coupés du fonctionnement mondial et de ce fait, puisque c'est eux qui détiennent le pouvoir, de couper l'Algérie et de mettre en péril un pays et son peuple. Alors justement, le prochain tour de micro va certainement vous intéresser, Farida, en tant que psychologue, parce que la question que j'ai posée, elle est un peu délicate, mais il faut la poser. Badreddine Guerfa, en fait, tout le monde aura compris, et depuis pas mal de temps déjà, depuis belle lurette, sauf qu'on ne le savoue pas, ce régime ne s'impose pas par la seule force, ne s'impose pas par la seule armée, ou par la seule, je dirais, organisation qui lui est propre. On a l'impression qu'il a à son service tiré, recruté du sein même de ce peuple, des centaines de milliers de gens du genre Sharfi, justement, le président de cette agence nationale indépendante pour les élections, de gens qui sont dans l'ombre, qu'on ne voit pas, qui sont là à tirer des ficelles, à frauder, à truquer, à convaincre les gens d'aller voter, à les corrompre, et aussi, mais il faut dire aussi, de ces électeurs qui votent alors que généralement ils vivent dans des régions très déshéritées, très enclavées, dont on ne se rappelle que pendant les élections, et dont certains parmi eux vendent leur voix et ceux de leur famille contre monnaie et sonnante et trébuchante. Je ramène mes voix, celles de ma femme, mes enfants, combien tu me donnes? C'est comme ça que ça se passe. Et ce régime, c'est pain béni pour lui, grâce à ces gens, à ces basibouchous, à ces, j'ai oublié comment on dit, bachibouzouk, qu'il est en train de s'imposer à la tête de tout un peuple, au détriment de tout un avenir. Badreddine Guerfa. D'abord, je suis heureux de participer dans cette émission avec deux invités de marque, des hirakistes, honnêtes par-dessus le marché. Et il n'y a pas mieux que Mme Farida pour nous expliquer psychologiquement le régime qui persiste
à rester au pouvoir. Maintenant, c'est tout à fait normal qu'un régime, n'oublions pas qu'il est là depuis 62, qui a ses habitudes. J'aimerais rappeler aux Algériens, aux jeunes Algériens qui ne connaissent pas peut-être Feu Chérif Belkacem, qui était dans le conseil de la révolution à Boumediene & Co. Nous, on n'a pas construit un État, on a construit un pouvoir. Ils ont construit véritablement un pouvoir. La yazoul bizawal rijal, ce que disait Boumediene, un État, mais en fait, ils pensaient tous pouvoir. Et ils sont tous là. Maintenant, certainement, ce bon peuple, les Jazaïriens, ça fait pratiquement 2 siècles au moins qui sont dans la répression, fait dima, fait l'ahbas, la répression aveugle, l'istiamal, mais aussi c'est un peuple qui résiste. C'est un peuple qui résiste depuis des siècles. Il résiste, mais même après 62, ce peuple-là, il y a eu pas mal de choses, pas mal de militants de différentes tendances, les khedmou, les raoul l'ahbas, et on a tous compris que ce pouvoir, ما يفرقش بين tendance أخرى qui تعود في l'opposition يحطك في الحبس ولا يقتلك ولا يبعدك للخارج. Et en même temps, il accepte tout le monde dès le moment où ils sont avec lui. Bon, اليوم, bien sûr, il a l'argent, mais l'argent بدا ينقص. Il ينحي les services de sécurité ويخلي القضاء, on va voir ce peuple واش راهو يدير. Mais notre peuple résiste et tous les changements, hein, c'est Jamaldine, tous les changements, ils chauffent les grandes villes. Les dictatures contre le Zaïre, Mobutu, l'Iran, le Shah d'Iran, c'est toujours عندهم راسخين في les campagnes, les petits bourgs, mais les grandes villes, c'est ces villes-là qui mènent le train du changement, et c'est ce qu'on voit. Le régime algérien sait pertinemment, par exemple, que le centre algérien, les grandes villes, Lyon, je pense que le plus important pour nous, c'est que Chab el-Jazairi, il a choisi très haut, il est toujours, comme disait votre invité Ben Aïssa, c'est le Hirak qui gagne, c'est le peuple qui gagne. Toutes les élections, qui goûte à Chorfi, Chorfi roule 2%, il se criminalise politiquement. Yaraf, Berawad et Chab ne vote plus. Il ne vote plus politiquement, il boycotte politiquement. Donc, Lyon, je le dis avec amertume, tout ça pour ça, oui et non. Tout ça pour ça, je pense qu'il y a un côté positif dans l'affaire. C'est que ce régime, malqash, ما عادش يصيب يلعب يجيب حاجه جديده يكلف بها الشعب. Bien sûr, il y a le FLN, il y a le RND, il y a les indépendants qui ne sont pas indépendants du tout. Souvenez-vous que le Parlement, le Jadid, j'aime bien, on croit هذه الجزائريين يسمعونا la première, les indépendants à l'Assemblée nationale, avec Ait Mengelet en tant que chef, c'est les premiers, les Bayou, le programme du chef de l'État Tebboune. Hein. C'est un programme, bien sûr, les 54 points de dialogue. Donc, pour moi, il n'y a que le FLN. Toutes les partis très préparatoires, c'est des FLN avec des costumes différents. C'est les mêmes. Les élections où je chauffe. احنا شفنا حاجه مثلا جديده. On a vu مثلا تزوير باش un candidat, là où j'habite, un candidat, j'ai une boîte, ta gâteau, ta pâtisserie est pleine de ورقة الفوت. Un autre candidat s'est aperçu de ça, et puis ils ont essayé de camoufler par les forces humaines. Donc tout le monde le sait. Des candidats, les Kherjou, là où j'habite, avec 200 voix, sur plus de 35 000 électeurs, il est élu. C'est tout à fait normal. Il y a le peuple, et puis il y a un Nidam. Maintenant, le Nidam, mais jusqu'où ira le Nidam? Finalement, en 92, avec tout ce qu'il a fait comme massacre, il se retrouvait en face du peuple le 22 février 2019. هذه الحقيقة. Donc اليوم احنا اليوم نقولها il faut pas يعني
je pense, dans mon analyse modeste, c'est qu'en 88, الشعب خدا موقفو دار لنا نقولوا كي نديروا une analyse, le régime دار لنا une embuscade, دار لنا une ouverture démocratique زعما sous contrôle دخلنا فيها كاع le RCD, le FFS, le FIS, le MDA, les communistes Alpax, les communistes PT, كاع الناس دخلت. Et quand Chab a dit son mot, il s'est passé ce qui s'est passé, tout le monde le sait, le coup d'État et toute la catastrophe qu'il y a eu. Restez avec nous, Badreddine Guelfa. Mohamed Ben Issa, donc sur cette incroyable masse, j'allais dire d'inertie, mais qui a beaucoup d'importance dans le maintien du régime. Ces soldats de l'ombre du régime, genre Mohamed Sharfi, et tous ceux qui travaillent dans son agence, mais pas seulement. Il y a la presse. Je n'ai pas vu un seul journal algérien qui dénonçait ouvertement la fraude électorale et j'allais dire, ce taux très bas de participation, pour ne pas dire boycott. Mais pas seulement la presse, il y a des tas de relais, des associations de masse qui sont là à boustifailler. Le régime leur permet l'accès à la mangeoire et ils vendent le pays, y compris l'avenir de leurs propres enfants. Comment expliquez-vous ce phénomène de ces, excusez-moi, de ces bachibouzouk? Avec vraiment la franchise la plus totale, que le système Chorfi, je suis sûr, et son entourage le sait très bien que le système fondé et bâti depuis l'indépendance est en fin de cycle. Donc la preuve est telle qu'ils n'arrivent plus à changer ni leur langage, ni même les personnes. Donc on sait que Tebboune et que tout ce qui gravite autour de ce régime savent qu'ils sont en train de maintenir un bâtiment qui risque de s'effondrer du jour au lendemain. Alors la réflexion naturelle de n'importe quel professionnel ou n'importe quel patriote, je ne sais pas, c'est que de se poser les questions pourquoi ce bâtiment, et Tebboune l'a dit, Tebboune a dit clairement que le Hirak a sauvé l'Algérie du désastre. Donc il a dit dans une conférence de presse, on peut retrouver ça sur Internet. Donc si ce bâtiment qui est l'Algérie allait vraiment s'effondrer, la question qui se pose, c'est pourquoi? Est-ce que c'est juste pour histoire de refaire des élections et reprendre les mêmes pratiques, les mêmes personnes, les mêmes institutions et ce qu'on appelle le même écosystème de ce régime? Parce que quand on parle du FLN, quand on parle de Chorfi, il est venu d'où Chorfi? Monsieur Chorfi, il vient du RND, que le RND est un appareil créé par le régime à un certain moment où le FLN a été discrédité. Donc on est toujours dans ce mépris, dans ce je ne sais pas comment on peut l'appeler, cette démocratie de façade. C'est même pas une démocratie de façade. Ils l'ont dit, c'est des voyous en fait. C'est une mafia qui a les pratiques d'une mafia. On n'est plus dans le minimum. En fait, on peut prendre des exemples un petit peu ailleurs, mais on n'a jamais vu. En fait, on peut prendre même le Maroc, parce que le Maroc actuellement est un sujet important en Algérie, pour tout ce qui est le Sahara occidental. Mais on dit le Maroc, quand il y avait le printemps arabe, il a fait quoi, le roi? Il a utilisé une certaine ruse, il a fait un semblant de démocratie. Oui, c'était un semblant, mais c'était plus ou moins véridique. Il y avait un parti d'opposition, d'obédience islamiste qui a pris le pouvoir et le roi du Maroc a montré aux Occidentaux et à tout le monde que vraiment il y a une sorte de démocratie. Ce régime, le régime algérien, n'a même pas pu faire cela en Algérie. Il ne fait même pas confiance aux partis soi-disant d'opposition, on va dire, officiels, qui sont tout ce qui est HMS et le Bina et je ne sais pas qui encore. Donc il est toujours obligé de s'appuyer sur le FLN, premier pilier, RND, et puis quand on parle du parti le Moustaqbel, c'est une aile du FLN, c'est pas autre chose. Et ce qu'a dit l'intervenant Badreddine Guelfa, que je salue aussi, que le Moustaqallin, les indépendants, sont tous du FLN et du RND. Donc on est dans une Haj Moussa El Haj, les mêmes personnes, les mêmes pratiques,
parce qu'il ne peut pas. Prenez juste, Jamaldine, les jeunes qu'on a vus dans le Hirak, et beaucoup, plus ou moins, ont été tentés par l'Algérie nouvelle. Beaucoup ont dit que, oui, le Hirak, on ne voit pas clair avec le Hirak, il n'y a pas de visibilité. On préfère quelque chose qui est plus ou moins sûr. On va s'inscrire dans la feuille de route du régime. Même ces jeunes, en fait, Jamaldine, n'ont pas pu s'organiser. On ne leur a pas donné le droit de s'organiser, de fonder des associations, de fonder des partis politiques. Et ces gens-là, on ne les voit plus. On ne les voit plus dans la scène politique algérienne. Il y en a même qui sont regrettés, qui ont même changé leurs orientations. Ils sont dans une opposition plus ou moins radicale. Ils le disent clairement que Tebboune n'incarne pas du tout ce qu'il dit tous les jours, hein, cette Algérie nouvelle, que cette Algérie nouvelle est même pire que l'ancienne Algérie et qu'on n'est plus dans une 5e mandat, mais vraiment on est dans une régression totale et que l'Algérie, même à travers le voyage de Chenguereha en Égypte, l'Algérie s'approche vraiment de l'exemple égyptien avec un système totalitaire dans son cœur, l'armée qui va s'étaler de plus en plus, qui va encore affirmer cette présence politique à travers, on le sait très bien maintenant, il a l'alinéa 4 de l'article 30, l'armée qui a, n'oubliez pas, le chef d'état-major qui a fait la promotion de la nouvelle constitution, entre guillemets, quand Tebboune était malade, l'armée qui parle du journalisme, l'armée qui parle des hôpitaux, l'armée maintenant qui veut nous amener dans une guerre que le peuple algérien n'a pas décidé, malgré tout le défi, malgré qu'on peut tous être critiques vis-à-vis du rapprochement du Maroc avec Israël, mais bien sûr, mais ce que entreprend actuellement l'état-major, c'est de provoquer une guerre pour plus ou moins conforter sa place, attirer et on va dire doper, c'est le terme qu'utilisait Chorfi, doper le sentiment patriotique autour toujours de cette institution militaire qui va être le noyau, le centre de ce pouvoir au détriment de tout ce qu'il a dit le Hirak, l'état civil et non militaire. Ils le savent très bien que partout dans le monde, les armées qui sont fortes, qui sont les plus puissantes, sont des armées qui s'inscrivent dans des États vraiment démocratiques. Rappelons toujours le dernier exemple qu'on a connu avec les États-Unis, quand Trump voulait faire rentrer l'armée dans un enjeu politique et que le chef d'état-major a refusé de soutenir ou de sortir de la légalité. Donc c'est un système qui est mourant, qui essaye au lieu de démolir un bâtiment et le reconstruire sur des bonnes bases, il fait des pansements, que ces pansements ne vont pas durer. La prochaine, en fait, tu parlais du peuple, la minorité du peuple algérien qui ont été votés. Moi, je ne les blâme pas, en fait. Je comprends, en fait, et je peux même expliquer ce comportement. Il y a toujours une minorité, en fait, de clientèle à ce régime. On ne peut pas dénaturer ou déraciner le régime totalement et aussi rapidement en 2-3 ans. Tout le monde le sait, il y a des hommes d'affaires, il y a des gens qui sont en poste actuellement, il y a des hauts fonctionnaires, il y a beaucoup de profiteurs, on va dire, ceux qui profitent de cette anarchie totale. Les alliés naturels du régime et leur propre clientèle, leur propre parentèle, ça fait beaucoup de monde. Tout ça, restez avec nous. Mohamed Ben Issa, Farida Hamidi, sur le même sujet. Je vais me concentrer un peu plus, effectivement, Jamel, sur la question initiale. Elle est très intéressante, effectivement, et surtout d'un point de vue psychologique, hein, sur le fait qu'il y ait des gens qui sont des alliés pour leurs propres intérêts. Donc, j'imagine ces personnes-là qui ont applaudi, encouragé et qui ont été à ces votes-là que la majorité du peuple, quand même, refuse en bloc. Moi, je vais être un peu moins tolérante. Hein. C'est que, voilà, quand on fait la différence entre le bien et le mal, on évite le mal.
Après, chacun fait ses choix et par la suite, chacun assume les choix qu'il a faits. Si je reviens à la question, c'est, vous savez, ça me fait penser au Yahya quand il a dit « Joue à quel bec ce gouvernement, en fait, ce régime, en tout cas, applique ça à la lettre. Et c'est un pouvoir qui a de l'emprise. C'est un pouvoir, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Badreddine Gerfa, c'est un pouvoir qui aspire au pouvoir en tant qu'objectif, en fait, en tant que fin en soi. Et avec ça, on ne peut pas construire un État, on ne peut pas aspirer à construire une nation. Ils sont dans l'emprise totale, en fait, et c'est pour ça qu'ils utilisent des mécanismes de guerre psychologique. Donc, par période, elle s'accentue quand il y a des révoltes, quand il y a des révolutions, des soulèvements populaires. Là, ça s'accentue. Hein. Ils y vont à fond la caisse, ils utilisent vraiment tous les moyens possibles et imaginables qu'ils ont pour arrêter justement le soulèvement populaire. Par contre, quand les soulèvements se tassent un petit peu, ils ne s'arrêtent pas, eux. Ces mécanismes-là continuent à être exercés sur le peuple. Parce que quand tout est défaillant, quand vous avez dans un pays des régions entières en fait qui sont incendiées, où il y a des incendies comme il y a eu cet été un peu partout dans le monde, sauf que les pays qui en ont les moyens, comme l'Algérie par exemple, ils se sont dotés de Canadair. Ils ont eu les moyens d'éteindre ces incendies-là et de ne pas laisser la population se confronter à un phénomène qui les dépasse. C'était pas à la population de faire face et c'est ce qui fait qu'on a eu presque 300 morts. C'est quand même le seul pays au monde où il y a eu presque 300 morts à cause des incendies. La rentrée scolaire, les conditions dans lesquelles les enfants ont fait la rentrée scolaire avec les pluies diluviennes qu'il y a eu et les le hamlet, le fayadanat qu'il y a eu. Il n'y a pas un phénomène en fait qui touche l'Algérie et auquel ils peuvent faire face. Le système scolaire, ils sont en train de le démolir petit à petit. Ils ont des objectifs derrière la tête. Ils ne font pas ça gratuitement parce qu'ils ne savent pas. Non, ils font ça parce qu'ils savent détruire. Parce qu'ils savent qu'un citoyen qui ne réfléchit pas, c'est un citoyen qui ne se pose pas de questions. En plus des privations, donc en fait, à côté de la prédation organisée, ils ont organisé une privation organisée. Parce que quand vous privez quelqu'un, c'est bien pour qu'il se fasse avoir, c'est bien pour le voler en bonne et due forme. Sauf que vous ne pouvez pas le faire tant que vous ne l'avez pas mis à genoux. Donc en fait, d'un côté, c'est qu'ils mettent le peuple à genoux. Pour, de l'autre côté, ils s'élèvent encore plus dans leur pouvoir en fait. Donc vous voyez que la balance, elle travaille des deux côtés. C'est pas maintenir un certain équilibre de vie en fait et de l'autre côté voler. Ben non, pour que les gens ne se posent même plus de questions, ils n'auront plus le temps mentalement et psychiquement de se poser la question, c'est de les mettre à genoux. Donc quand vous avez quelqu'un qui pour lui 1000 dinars une journée, c'est quelque chose voilà, c'est une somme importante parce que c'est ce qu'il paye apparemment Doubeb Taham, c'est l'équivalent de 10 € et c'est ce qu'il paye aussi ailleurs. Donc cette personne-là, comme vous parliez tout à l'heure de 20 000 dinars et 25 000 dinars qu'il paye pour qu'un père de famille emmène sa famille et va voter, en fait 20 000 dinars finalement c'est une fortune. Pour quelqu'un pour lequel 1000 dinars par jour, ça représente une somme importante. Donc, tout est en fait une question d'équilibre et toute une question de dose. Et ce qui représente un déséquilibre pour nous et quelque chose qui ne va pas du tout, finalement, c'est ce qui fait leur équilibre et c'est ce qui fait qu'ils restent. La seule chose sur laquelle ils se trompent, c'est que quand on s'installe durablement dans la toute-puissance, c'est une faiblesse, ce n'est pas une force. Parce que c'est ce qui donne que le régime, justement, est mourant. Quand on s'installe dans la toute-puissance, on n'a plus du tout conscience de ce qui se passe autour de nous. Et ce qui se passe autour d'eux est extrêmement dangereux. Donc, pour eux, en premier, et tant mieux, la seule chose, c'est
il fonctionne aussi avec la mentalité de après nous le déluge. Donc, si on se barre, si on part, ben, on détruit tout autour de nous. Mais Farida, oui. Farida Hamidi, c'est comment dire, c'est foule d'alliés naturels du régime. Il n'y a pas une frontière étanche entre les hirakistes et ces foules. Ils sont des nôtres, ce sont nos frères, nos voisins, nos cousins, nos beaux-frères, nos beaux-parents. Comment se fait-il que eux, ils soient un peu dans ce soutien objectif au régime pour des raisons ou d'autres? Il y en a qui le soutiennent parce qu'ils croient que réellement il est la chance de l'Algérie, il est sa survie, sa protection, le digne héritage des Chouhada, etc. Il y en a d'autres qui le font parce qu'ils y trouvent leur intérêt, la plupart. Mais comment se fait-il que les hirakistes n'arrivent pas à communiquer avec ces franges de la population, à les convaincre qu'ils sont dans le mauvais camp, qu'ils font de mauvais calculs, qu'ils sont en train de contribuer à l'effondrement du pays à terme, à court ou à moyen terme? Comment se fait-il que là, ça devient étanche, que là, le message ne passe plus? En fait, je ne pense pas que le message ne passe plus. Je pense que le message passe. Mais je pense que c'est des gens, contrairement en tout cas aux gens qui sont sortis le Hirak, je pense que ceux qui constituent justement ce paravent entre le peuple et les gens du pouvoir, qui se sont emparés du pouvoir, ils représentent en fait un paravent et leurs intérêts, ils sont purement matériels. Hein. Là, pour le coup, on n'est plus du tout dans aucune conviction. Hein. Il n'y a plus du tout aucune conviction. Il n'y a ni idéologie, il n'y a ni conviction personnelle d'être au pouvoir pour présenter un programme, en fait, je pense et j'espère que je ne me trompe pas, c'est des gens dans le système de valeurs qu'ils ont acquis, c'est marche ou crève, c'est où tu fais partie de ce nidam d'une certaine manière, hein, parce qu'ils ne feront jamais partie des boîtes noires et des sphères qui prennent les décisions, hein, mais leurs intérêts, voilà, ils sont assez médiocres, c'est minable, hein. C'est une maison par là, un appartement par là, un lot terrain par là, peut-être même beaucoup moins que ça. Mais quand on cultive la médiocrité, voilà, on s'installe dedans, au bout d'un moment, et on ne se rend même plus compte qu'on est médiocre. Donc la prise de conscience, si vous voulez, elle est là, mais ça ne les intéresse pas, parce qu'il y a beaucoup plus d'intérêt d'être du côté où ils peuvent au moins avoir des petites pécules, que d'être du côté du peuple, parce qu'il est mis vraiment en difficulté. Donc c'est un choix, si vous voulez, c'est un choix personnel. Hein, et les hirakistes, si. Mais je comprendrais, à la limite, je comprendrais cet opportunisme, cette kfaza, quand c'est Mohamed Charfi, hein, qui touche 100 millions par mois, qui a 4 voitures, des chauffeurs, des cuisiniers, des maisons secondaires, je comprends. Mais qui a table تاع الدخان ولا باركينغر ولا ويمشي مع النظام parce qu'il trouve son petit intérêt, là je comprends plus. Parce qu'il y va de son pays, de sa patrie, de ses compatriotes. Mais justement, vous savez, en tout cas tout ce qui a été opéré depuis plusieurs décennies, c'est très subversif en fait. Quand vous détruisez les valeurs qui comptent le plus dans une société, le but, c'est qu'il n'y ait plus de frontières, comme je disais tout à l'heure, entre le bien et le mal. Donc, quand je prends des décisions, c'est des décisions de survie. C'est que les gens sont dans un tel pétrin quotidiennement que la décision, elle se prend dans l'immédiateté. Il n'y a pas de réflexion. C'est ça, c'est qu'on n'a même pas le temps de réfléchir. C'est que je suis dans un système de survie. Maintenant, j'ai envie de vous dire, je suis d'accord avec vous à moitié quand vous dites par exemple que le parkinger ou là celui qui a un mais شرفي finalement on n'a pas de monarchie, on n'a pas d'un système où on a des gens qui sont de père en fils, prince, comte, vicomte, roi. C'est censé être entre guillemets un système où les gens se font élire. Donc, je pars du principe que même les gens qui sont arrivés aux plus hautes sphères, ils sortent du peuple. Mais ça pose la question des étapes de l'engagement.
parce que beaucoup s'engagent dans certaines en fait structures officielles. Ça peut être l'armée, ça peut être la police, ça peut. Au départ, peut-être que c'est des gens qui portent des valeurs, hein, et c'est là où il faut faire très attention et que la personnalité et que la mentalité et que la manière de penser d'une personne n'est pas figée et qu'elle change avec le temps et avec le contexte. C'est très contextualisé. Oui. Donc, il se pourrait qu'au départ, des gens avaient des aspirations plutôt, entre guillemets, nobles, mais qu'ils sont entrés à l'intérieur, ils ont découvert d'autres trucs et qu'ils ont été rachetés moralement, en tout cas au départ. Et puis par la suite, ben, ça se concrétise par Ça s'est fait en marchant. Ça s'est fait en marchant. La seule chose sur laquelle j'attire leur attention, ces gens-là, c'est que pendant qu'ils se contentent de miettes, même si c'est des milliards de dinars en fait, hein, même si c'est des milliards, en fait, ça reste quand même des miettes par rapport à ce que les gens qui sont tout là-haut et qui sont en train de les instrumentaliser contre leur propre peuple, c'est que ceux-là, ils sont en train de dépenser un budget d'État sur leur personne. Et restez avec nous, Farida. Voilà, ce n'est pas des milliards de dinars, c'est des milliards de dollars parfois. Restez avec nous, Farida. Alors, nous allons voir M. Bengrina nous faire une très curieuse déclaration, absolument hallucinante. Quelqu'un lui demande, un journaliste, quel est votre programme? Il lui dit, on n'a pas de programme. Le jour où il y aura salahiyat, le jour où il y aura les prérogatives pour l'élu, ce jour-là, on fera un programme. Alors, on se pose la question, mais dans ce cas, pourquoi vous vous êtes porté candidat? Pour vous dire, hein, c'est des gens qui vous donnent le bâton pour les battre, pas besoin d'aller chercher. Écoutez, M. Bengrina. بدون شك وكنا نناضل في ذلك في الحملة الانتخابية وسوف يناضل إخواننا في البرلمان من أجل هذا ولكن ابتهجنا بتصريح رئيس الجمهورية بأنه سوف يعيد النظر في قانون البلدية والولاية، وبالفعل هناك لجنة على مستوى وزارة الداخلية تساهم فيها الأحزاب السياسية من بين حركة البناء الوطني على مستوى أحد الإخوة خبراء كان يسير في بلدية لمدة أكثر من 10 سنوات ومدة 5 سنوات عضو برلمان، في إطار كيف ننجز قانون للبلدية والولاية يستطيع أن يكون المنتخب المحلي واسطة شعبية حقيقية بين الدولة وبين المواطن، ويكون خادما للمواطنين ورافعا انشغالاتهم، ويستطيع أن تساهم البلدية في كأصغر وحدة إدارية في الدولة الجزائرية في التنمية وفي رفع الغبن وفي تأطير المواطنين إلى غير ذلك من. Alors, Badreddine Guerfa, que vous inspire parce que finalement, je vous lis quelques extraits d'un journal, je ne sais pas lequel. Le FLN a ainsi perdu la majorité absolue dans 479 des 603 communes qu'il contrôlait lors du mandat précédent, etc. Ça veut dire en fait c'est une victoire à la Pyrrhus. Hein, mais il n'en demeure pas moins que le FLN est revenu. Le RND aussi. Ils sont en tête. Un parti comme le FFS, c'est une bérésina, c'est une catastrophe pour lui, y compris pour les partis islamistes alliés au régime comme Bengrina ou Makari. Pareil, ils sont avec les petits derniers. Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme leçon? Est-ce que c'est ça l'Algérie nouvelle de Tebboune, avec parti FLN, RND, toute petite victoire, un tiers des électeurs? Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion, Badreddine Guerfa? D'abord, je tiens à rappeler aux Bachir-Tekro Jazairiyin que le feu Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense à l'époque, quand il bataillait pour ses présidentielles du 12-12, كان يقول للشعب الجزائري votez وديروا رئيس يدير لكم طلبات كاع تاع الحراك. On sait ce qui s'est passé après. اليوم, nous sommes dans le même cadre. Le chef de l'État actuel, واش راهو يقول دوكا نبدلوا le code communal ou le code de wilaya. On ne peut pas parler de salahiyat quand il n'y a pas les moyens. C'est هذا واش كان في la dernière بين قوسين ندوة صحفية ماهيش ندوة صحفية على كل حال.
Maintenant, c'est Bengrina. Bengrina, c'est quoi? Bengrina, pour moi, il n'y a pas de parti. Il y a le FLN avec des costumes différents. Bengrina, il répète ce que le régime a décidé. كود كومينال جديد وكود كذا. شوف انا جانبي يعني نذكر الجزائريين والجزائريات سيتو نذكر لي جون ولا ممكن لي فام كي راهم في البيوت ما عندهمش لوكازيون باش يخرجوا باش يتناقشوا ان ربي سبحانه كان بامكانه ينصر هذا الدين وحده ما يبعث ني بروفيت ني نزل كتاب مي ماغي سا نزل القران وبعث نبي باه يقيم الحجه على الانسانيه يعود اللي يربط بيناتهم هو القرآن. Si on se projette, اليوم, il n'y a pas de vote, il n'y a pas d'élection sans un contrat social et sans des programmes politiques. اليوم راه الناس on voit maintenant الناس كي كانوا le travail de proximité زعما ديالهم. واحد فوتي عليا لي ناس ملاح هو داك ناس ملاح وفاميلا طيبه تلقاني هذه il n'y a pas de débat politique. أو بن عمك Il n'y a pas de débat politique, il n'y a pas de débat sur des programmes politiques. هذه الحقيقة اللي الشعب ويعرفها. Donc اليوم يغنيو واش يغنيو. Nous sommes toujours dans la في نفس الطريق. Il n'y a rien de changé في النهاية, il n'y a rien de changé. Quand on voit le parlement الجديد اللي قالوا عليه parlement فيه الشبيبة, فيه la jeunesse. Oui, فيه des jeunes. Mais qu'est-ce que c'est la jeunesse? La jeunesse, c'est la jeunesse des idées. On peut avoir 90 ans et être jeune. Je donne mon sentiment. Jman Houssine Ahmed Rabbi Rahmou, quand il faisait ses meetings, je voyais en lui un jeune homme à l'âge. Parce que ses idées, jeunes, modernes, qui parlent d'émancipation, d'épanouissement. Mais quand je vois un jeune, j'ai connu un jeune, c'est un universitaire, قال لي روح عاوني انا راح نترشح عندي برنامج وعندي كذا وعندي كذا في البرلمان ما خرجش في البرلمان زعما انديبوندون cette fois-ci on le retrouve candidat avec le FLN donc هذه multipliée par les dizaines de milliers واحد يقول لك حاب سكنه وواحد عندي دي بروجي كوم لا دي واحد ما قال لي عندي ان بروجي اون ساج وعلو قال لي لي جون وما قلت له سيك من لي جون لا تقول لي لي جون ما كان الانتخابات لا والو قال لي نقول لك الحق انا ديت دراهم من لونساج نخدم في لا تليفوني il ne me donne pas de projet ندخل البلديه كوم سا جوري دو بروجي اي تو نقيس على ذلك ما تريد هذه المشكله اليوم il faut pas s'étonner c'est une armée d'opportunistes يعني quand je dis les candidats ما يدخلوش الحبس يقول لك يهضر على الجيزه يعني c'est une armée d'opportunistes جاي يدير لي زافير ديالها en politique, j'aimerais bien dire aux Algériennes et aux Algériens, aux jeunes ou moins jeunes, en politique ما فيهاش النية قالوا بسم الله عنده نية طيبة non عندك تعرف قانون تعرف دستورك تعرف ce que tu peux faire ce que tu peux pas faire tu as un programme politique وتتكلم مع الناس. بدر الدين قرفة c'est des opportunistes, c'est clair, ils savent que l'élu n'a aucune véritable prérogative, il dépend du chef d'aïra, il dépend du wali, il peut le suspendre, il peut même le chasser à la limite, ce qui s'est déjà vérifié plusieurs fois. Mais Ness les voté wali. Lui, c'est un opportuniste, il n'y a pas de doute, puisqu'il est capable de payer de son argent, de sa poche pour avoir ce poste, pour pouvoir avoir un crédit en siège, ou un logement, ou un marché, ou un prêt, c'est ce qu'ils font tous. Ou presque tous. Mais ceux qui votent, ils sont en Algérie, ils savent comment ça se passe. Comment se fait-il qu'il y ait eu quand même, à supposer qu'il n'y ait pas eu de fraude, un tiers de l'électorat, c'est-à-dire à peu près 8 millions d'Algériens qui ont voté pour eux? Comment ça se fait? Ces gens-là ne savent pas que ces gens ne servent à rien, qu'ils sont là pour servir leurs propres intérêts? Si ils savent, si Jamal dit, tout le monde sait. الناس الكل حتى اللي راح يفوتي عنده une arrière-pensée تاع les petits privilèges. يقول لك شنو يقضي لي قضيه شنو انا شي كوني كبيره كنت جو بالي افيك دي جون قال لك مليح هذاك يعاونني راني داير دوموند دو لوجمون دونك سي توجور لي بريفيليج que ce soit le candidat ou l'électeur. حنا nous ne sommes pas dans une démocratie où la liberté خويا لازم نكونوا صراحه مع انفسنا.
88 n'est pas venu du néant. Si Jemeldine, nous avons nous sommes à peu près la même génération, les universités travaillaient, même les lycées. Hein. Quand je me rappelle la lettre اللي كتبها صادق هجرس وحسين عيد أحمد رحمه الله المصالي الحاج qui étaient au lycée de Ben Aklou et qui n'avaient que 18 ans, tout un problème politique, je me dis qu'à l'époque, les gens étaient politisés. Après 62, les gens étaient politisés. Hein. Jamia, il y avait toutes des tendances politiques, et ça même, il y avait des conférences, ça pouvait aller même peut-être quelques bagarres, ici et là. Mais les gens qui trouvent l'université, tu as un diplôme, tu as le savoir, tu as la culture, et tu as la politique Ferasek. Tu peux tu peux servir ton pays. وش حيسربيه هذا ما هذه الحقيقه il faut pas s'étonner جمال الدين السياق اللي رانا فيه انا j'aimerais bien parler d'une chose كان سمحت لي je crois que اليوم كاين ثلاثه حوايج في البلاد il y a le peuple qui veut le changement ce que les gens appellent les hirakistes, bien que moi j'aime pas ce mot, ça diminue un petit peu de la force de cette merveilleuse révolution pacifique. Ce peuple qui veut le changement radical pour le bien du pays. De l'autre côté, il y a les tenants du régime et les satellites, et les petits privilèges. Ils sont là, mais parmi eux, il faut être clair, hein, je le dis quand même, tous ces syndicats, tous ces partis qui ont été créés dans les laboratoires, je me pose la question, les syndicalistes, ils sont là. Ces syndicats qui sont structurés, qui ont des militants, qui ont des structures un peu partout en Algérie, quel a été leur rôle réellement dans le Harak? Ne pouvaient-ils pas faire des choses politiques en étant structurés? On parle tout le temps de structures du Harak, mais les structures existent. Mais ces structures-là, malheureusement, là où il ne faut pas qu'un révolutionnaire soit موجود. Donc, اليوم وين الحل في نظري؟ الحل c'est toutes. J'ai avec moi deux invités qui se sont investis pleinement. Il y en a plein, toutes tendances. Je crois que si on fait une petite autocritique, je crois que le problème est là, le problème est là. On n'arrive pas à nous transcender, on n'arrive pas à nous crâner dette, on n'arrive pas à nous crâner nos idéologies, nos programmes. باش نكونوا في مستوى الشكافي مثلا دي جون كوم محمد تجديد ربيع القصاعو ولا ابراهيم العلامي ودي تا دو جون اللي كانوا يقولوا حابين الوحده ils ont réussi à faire وحده intergénérationnelle وحده تاع الشعب homme femme jeune. On a vu cette fabuleuse révolution, mais للاسف jusqu'à maintenant نقول لها ونتحمل مسؤوليتي. اليوم لا مارميت بعد ما تحط لها البصل وتحط لها لي زانغريديون تاعها تغليبها دير لا كريم هي اللي تجي بنينه. هاد لا كريم اللي نورمالمون راهي خرجت من لي زعما لي زينيت اوتو بروكلامي تاع الحراك. اليوم الشعب باش تمشيه اليوم جو كوا سي لو 22 février 2019 في مارس افريل الشعب كان يقول ما نسحقش قيادات. جو كوا كو اليوم ce qu'on ressent, il y a une aspiration عند الناس يشاركوا في لا ريفوليسيون باش تكون عندهم قياده une feuille de route تاع الثوره, une feuille de route ما بعد الثوره بلا. Restez avec nous, Badr Dinguelva, je me permets de vous interrompre. Et en tout cas, je vous remercie pour la recette هذه تاع المرميطه نديروا فيها البصل ونوبتيان de la crème. هايله هذه. Alors, Mohamed Ben Issa, mais avant de vous donner la parole, nous allons écouter M. Badji du FLN, qui est très très satisfait. Écoutez-le, il est là vraiment, qui triomphe. On va écouter M. Badji. هذا الاتجاه هو رد من الشعب الجزائري على من يريدون إدخال حزب الاتحاد الوطني إلى المتحف، وأيضا رد حتى على المشوشين اللي نحن انطلقنا بعد استدعاء رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة، وكنا فتحنا باب الترشح على مستوى القسمات في هذه الفترة الحساسة
جات ناس تمس في شرعية القيادة وتدير في الفوضى والبلطجة. هذا أيضا رد من المناظرين على تمسكهم بحزبهم وبقيادتهم، وهذا النجاح راه رسالة للجميع. Là, le triomphe facile, hein, pour le moins qu'on puisse dire. Mohamed Ben Issa, réellement, votre conviction profonde sur ce qui est en train de se passer, parce qu'il est en train de se passer quelque chose là. Il y a un retour du FLN, du RND, des partis qui leur ressemblent un peu, et aussi un peu la mise à côté, j'allais dire, de Benguerine, de Hems. Ça veut dire quoi tout ça? Du FFS aussi. Oui, je peux juste, voilà, une des nouveautés de ces élections locales et ce que tu viens de citer, le parti que tu viens de citer à la fin, le parti FFS, qui nous a pas étonnés. Pourquoi? Parce que sa nouvelle direction, depuis un certain moment, n'est pas en accord vraiment avec sa base et qu'elle a pris le choix, je ne sais pas, il y a beaucoup d'explications, beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on n'a pas le temps pour développer tout ça, de développer un argumentaire, comme vous l'avez tous suivi, que le FFS, par exemple, a dit que participer dans les élections locales ne s'inscrit pas vraiment dans la feuille de route du régime, mais plutôt pour sauver, en quelque sorte, une région d'un certain courant qui est très dangereux, en l'occurrence le MAC. Donc on voit très bien que le FFS s'inscrit totalement dans la manipulation opérée par ce régime qui a levé l'éventail du MAC et de Rachel. Donc revenons au FLN. Oui, le FLN, c'est en fait je pense que c'est une bonne chose pour le peuple, malgré que c'est amer en fait et que c'est très dur de voir ça, mais je pense que c'est encore très confortant pour nous, pour tous ceux qui militent pour un changement radical en Algérie, pour dire que regardez, ceux qui ont dit non mais non, le Hirak a vraiment mis la barre très haut et que n'a pas les moyens de ses objectifs et que c'est très dangereux. Peut-être Tebboune pourrait faire les choses on va dire d'une manière intermédiaire. Il va essayer de moderniser l'Algérie, ce qu'on appelle le Jadid, de modifier, d'apporter des nouvelles figures, de nouvelles manières. Bah, regardez, la preuve est là que le Hirak a toujours raison, que le FLN, on va dire, ces cadres sont corrompus, tous ces cadres ont des affaires politiques. Rappelons que l'ancienne Assemblée nationale était majorité du FLN, et là aussi une majorité relative, que la majorité du FLN ont tous voté contre la levée de Hassan sur leurs membres, de l'immunité politique parlementaire, qu'en tous, rappelons que l'ancien secrétaire général, monsieur Trabondo, monsieur Trafic des frontières, je ne me rappelle plus de son nom, qui était en prison, qui est sorti récemment, qui était l'ancien secrétaire général du FLN. Rappelons que celui qui était juste avant lui, qui a dit que Dieu nous a envoyé Bouteflika comme prophète. Rappelons l'autre qui était juste avant, qui était utilisé par une aile du pouvoir, qui était utilisé par Tawfik, M. Saïdani, qui est maintenant réfugié au Maroc, et dont ce pouvoir n'a jamais utilisé le moindre doigt pour faire un mandat d'arrêt contre lui ou pour aller le chercher, et qui a osé même critiquer l'Algérie sur un pilier de sa politique étrangère, sur le dossier du Sahara occidental. Donc ce Saïdani qui est entaché avec des énormes dossiers de corruption, ce Saïdani qui est aussi un ancien secrétaire général. Donc regardez le Jazair el-Jadida que Tebboune voulait amener, qui est devant vous, cher peuple. Je pense que c'est que positif pour nous, pour le peuple, pour qu'il sache très bien que on ne pourra jamais construire une nouvelle barque avec du vieux bois, et du bois même pourri, c'est ça. Après, je voulais juste dire un petit mot par rapport au peuple qui a pu voter. Je pense que, tout à l'heure je disais que je ne peux pas le blâmer. Pourquoi? Parce que nous, on est à l'étranger, donc on est totalement indépendant de ce régime. Mais ceux qui vivent localement, ce qui a été développé tout à l'heure par Badreddine Guelfa, les Algériens, et même ça a été dit dans des manuels scientifiques, Max Weber, quand il parle de la rationalité. Les citoyens algériens sont des êtres rationnels, donc ils vont dire qu'est-ce qui m'apporte le Hirak et cette révolution qui dure,
pour l'instant, et dont le système a tout fait pour l'étouffer, et le régime qui est là installé avec tous ses relais. Donc, ceux qui ne sont pas militants et qui n'ont pas vraiment on va dire, ce souffle et cette volonté, et ceux qui ne croient pas au sacrifice, vont rapidement choisir cet intérêt personnel ou même familial, ou sauver leur peau, et qui aussi, ça a été prouvé depuis c'est aussi vieux que le monde, que, comme on dit chez nous, tartaras. Et donc ça, c'est un comportement naturel. Je pense que nous, dans le Hirak, on ne doit pas les blâmer, on doit au contraire continuer toujours à les sensibiliser. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie de ces gens-là ont été dépolitisés. N'oublions pas ce qui s'est passé pendant l'été 2021. Donc les incendies, l'assassinat de Ben Smaïl, c'était un attentat politique, c'était vraiment une grande manipulation pour semer le doute sur le Hirak, pour dire à ce peuple, regardez, que si cet État, ce système policier fait un pas en arrière, vous allez vous bouffer entre vous, regardez la cruauté, vous allez même brûler quelqu'un et le découper, démembrer. Donc c'est ça le Hirak que vous disiez, qui était hadari, silmi, civilisationnaire et pacifique. Et restez avec nous, Mohamed. Voilà, c'est la manipulation dans laquelle se situent actuellement les Algériens. Farida Hamidi, vous allez avoir le mot de la fin, c'est votre tour de micro. Nous sommes bientôt à la fin de l'émission. Farida. En fait, quand je parle de ce régime, j'ai l'impression de dire des évidences. C'est quand on ressasse la même chose. On sait très bien qui sont ces gens-là, on sait très bien qu'ils sont là depuis trop longtemps, les raisons pour lesquelles ils sont là, qu'ils n'arrivent pas à se renouveler ni à se connecter aux demandes du peuple. Mais je rejoindrai bien volontiers M. Badreddine Guelfa par rapport à la remise en question. Je pense qu'on ne peut pas avancer sans s'arrêter à un moment donné et réfléchir. Avoir la tête dans le guidon, ça ne permet pas de développer une certaine réflexion, en fait, de critique, une autocritique, en fait. Cette autocritique, elle est devenue nécessaire. Parce qu'effectivement, ils ont des mécanismes de manipulation, ils ont des mécanismes qu'ils mettent en place à chaque fois pour faire en sorte, en fait, qu'ils restent. Donc, qu'est-ce qui fait que, effectivement, au niveau du Hirak, en tout cas, hein, la sauce, la marmite n'a pas pris, en fait, et que finalement, il y a des ingrédients probablement qui manquent. Maintenant, quand on fait une recette, les ingrédients qu'on met, il y a une interaction chimique à l'intérieur, et parfois, il y a des choses qu'on ne met pas forcément, mais qui fait qu'ils deviennent présents dans la marmite, en fait. Et je pense que c'est l'implicite. C'est ce qui n'est pas visible, c'est ce qui n'est pas verbalisé, qui doit l'être. Donc, si on sort d'un système totalitaire, en fait, où on n'a pas cette liberté d'expression, où le journaliste, quand il écrit un article ou quand il fait une émission, il risque d'être emprisonné. Lorsque le citoyen sort dans la rue et exprime son désaccord avec une politique qui s'exerce sur lui, d'une manière extrêmement violente, il va en prison. Bien sûr, qu'est-ce qui fait que par la suite on est sorti des millions dans la rue? Maintenant, effectivement, M. Badreddine Guelfa, je suis d'accord avec vous, il y a eu une élite autoproclamée. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas traiter un phénomène révolutionnaire, par exemple, comme un phénomène de marché? On ne peut pas se proposer dans ces phénomènes-là comme une marchandise de luxe et on rentre directement sur le marché. Je me permets de vous interrompre, Farida, je suis désolé, en plein de phrases, désolé, pardonnez. Vous voulez finir votre phrase, Farida? C'était juste pour finir là-dessus, en fait, c'était pour pouvoir ne pas reproduire en fait la déconnexion dans laquelle on est, hein, avec le pouvoir qui est complètement déconnecté. Donc je pense qu'il faut que les gens se parlent et il faut que les gens soient accessibles les uns pour les autres, que ce soit sur le terrain,
que ce soit en organisant justement des rencontres politiques pour que les gens qui ne soient pas assez politisés, en tout cas parce que le mouvement en lui-même est très politique, le Hirak, et c'est pour ça qu'il dérange dans les plus hautes sphères. Merci. Je pense qu'il faut que les gens se parlent, dialoguent, voilà, pour trouver en tout cas des subterfuges, pour trouver ce qu'il faut en tout cas pour déjouer les mécanismes machiavéliques de ce gouvernement qu'il exerce depuis longtemps. Farida Hamidi, merci. Mohamed Ben Issa, merci. Badreddin Gerfa, merci. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Khawa la khair. Salama.